Parlons peu, parlons IE, le podcast de l'intelligence économique. Donc, bienvenue à tous sur le podcast du portail de l'intelligence économique. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Loïc Kervran, député de la troisième circonscription du Cher. Vous êtes aussi vice-président de la commission de défense de l'Assemblée nationale. Et si nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que le 17 octobre 2024, vous avez écrit une lettre à l'ancien ministre de l'économie, Monsieur Armand, pour l'alerter sur le risque de rachat de la plateforme Place par un fonds nord-américain, en l'occurrence canadien. Pouvez-vous nous rappeler le rôle de la plateforme Place et son importance stratégique pour l'État français ? Bonjour, donc effectivement, en octobre dernier, j'ai écrit d'ailleurs avec une trentaine de mes collègues députés qui ont co-signé cette lettre, un courrier à Antoine Armand, qui était alors ministre de l'économie, pour l'alerter sur un transfert finalement de gestion de la plateforme Place, qui était opérée jusqu'à maintenant par une PME française qui s'appelle Atexo. L'État transférait la gestion de cette plateforme à un opérateur nord-américain, en l'occurrence canadien. Et ça nous interpellait parce que cette plateforme, elle centralise en fait l'ensemble des appels d'offres dématérialisés de l'État français, des organismes de sécurité sociale également français. Et ça nous semblait être au cœur de la souveraineté et nous étions très interpellés par ce choix. Donc, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à écrire à Bercy au sujet de cette affaire ? Ce qui était choquant pour nous, c'est que sur cette plateforme, donc Transit, bien sûr, on retrouve les appels d'offres, mais c'est une donnée qui est publique par essence. Mais plus inquiétant, cette plateforme, elle permet de recueillir les réponses des entreprises qui postulent, à la fois les réponses financières et les réponses techniques, et sur un périmètre extrêmement vaste, y compris sur des appels d'offres du ministère des Armées. Dans la lettre, nous soulignons qu'il y avait par exemple un appel d'offres en cours sur l'équipement des hélicoptères de l'armée de terre. Il y avait un appel d'offres sur l'entretien des structures émergées et immergées de la marine nationale. Et donc évidemment, de transférer ça d'une PME française à une entreprise nord-américaine, ça nous interpellait vraiment très fortement. Donc cela ferait près de 3 mois que vous avez écrit cette lettre. Il y a eu donc de nombreux changements politiques. Y a-t-il eu des avancées ? Avez-vous été recontacté par le nouveau ministre de l'économie ou l'affaire est-elle au point mort ? Alors effectivement, quand on a écrit, on était à quelques semaines du transfert, supposément, de cette PME française à l'entreprise nord-américaine. On a obtenu une première chose, c'est un décalage de plusieurs mois de son transfert face à la lettre, bien sûr, et puis à l'ensemble de la couverture médiatique qu'il y a eu derrière, puisque le JDD, Marianne, Valeurs Actuelles, un certain nombre de médias spécialisés sur les questions également IT, informatique, etc., ont repris cette information. Et donc, on a eu un premier recul avec ce décalage. Il se trouve que d'ailleurs, ce matin même, j'ai réécrit à la nouvelle ministre Amélie de Montchalin en charge des comptes publics qui supervise cette question, pour refaire un point dans les semaines qui viennent avec elle, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir simplement décalé de quelques mois le problème. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est s'assurer que ça reste dans le giron français. Donc vous parlez d'un décalage de la vente. Pour rester dans ces termes-là, et quelle a été la réaction du ministère de l'économie à l'époque et plus largement du gouvernement face à votre alerte et vos alertes ? Y a-t-il une prise de conscience à ce niveau-là ? Alors pour être complètement précis, il ne s'agit pas de la vente, mais il s'agit simplement là, d'un contrat qui permet d'opérer notamment ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative, qui implique aussi l'accès aux données, etc. Donc c'est bien l'opération de la plateforme et pas la vente en soi
de la plateforme. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'accès aux données. Je dois dire qu'au départ, on n'a pas eu une réaction immédiate du ministère et c'est vraiment l'ampleur de la couverture presse qui nous a permis d'obtenir l'oreille attentive des ministres en charge des questions et finalement cette décision. Et il y a eu aussi un de mes collègues qui, quelques semaines plus tard, a posé une question au gouvernement dans les séances de questions au gouvernement à l'Assemblée sur ce même sujet, donc ce qui a permis aussi voilà, de maintenir la pression. Et quel pourrait être l'impact sur la souveraineté de l'État français si la plateforme Place venait à être achetée Alors, on peut imaginer une variété d'opérations. Je ne les décrirai pas toutes pour pas donner non plus de trop mauvaises idées. Mais évidemment, pour un service de renseignement étranger qui pourrait utiliser une entreprise de sa nationalité, par exemple, qui opère et qui a accès à ces données, c'est assez formidable d'avoir l'ensemble des réponses et notamment des offres financières, c'est-à-dire des prix qui sont pratiqués par les entreprises qui répondent aux appels d'offres de l'État français. Donc ça, c'est une énorme veille concurrentielle et une capacité aussi à donner une information à des entreprises étrangères pour qu'elles se positionnent de manière adéquate par rapport aux prix pratiqués par leurs concurrents. Et puis ça, c'est plus sur la partie réponse offres financières. Et puis sur les offres techniques, on est préoccupé parce que dans les offres techniques, il peut y avoir des éléments de solutions techniques qui sont proposés, qui peuvent aussi constituer vraiment des sources d'intérêt vraiment très importantes pour des acteurs malveillants qui soit suivent ce que font nos entreprises et leur état d'avancement technologique, soit s'intéressent aux solutions que, par exemple, si je poursuis sur le fil du ministère des Armées, aux solutions qui seront déployées dans le périmètre du ministère des Armées. Y a-t-il des parallèles à établir avec d'autres cas similaires en France ou en Europe? Et dans la continuité, pouvez-vous nous donner des exemples de pays où une initiative parlementaire et ou étatique a permis d'empêcher la mise en danger d'entreprises considérées comme stratégiques? Alors, je n'ai pas comme ça de parallèles ou d'exemples étrangers immédiats qui me viennent en tête, mais c'est justement ce qui nous frappait, c'est que ce que nous disions avec mes collègues, c'est que finalement la France là a un comportement voilà un petit peu simpliste parce qu'on n'imagine pas justement les États-Unis par exemple confier la réception des appels d'offres et des propositions financières aux appels d'offres américains à une entreprise européenne. Et donc c'est ça qui était extrêmement choquant et c'est justement ce qu'on n'imagine pas ailleurs que nous voyons se dérouler devant nous. Donc cette décision a été prise dans le cadre d'une loi visant à simplifier les normes pour les entreprises, si je ne me trompe pas. Comment à la fois concilier le libre marché et le protectionnisme? Est-ce qu'il y a une réunion possible ou au contraire il faut marquer une séparation entre ces deux termes, entre ces deux notions? On voit bien que sur l'ensemble des sujets, il y a une tension entre la libre concurrence et puis les intérêts de souveraineté nationale au sens large. D'abord, par exemple, moi j'observe que nos collectivités locales, par exemple, aiment bien privilégier des acteurs locaux dans la réponse aux appels d'offres, et là on a une première tension. Et puis si on va sur les questions plus de souveraineté nationale, de renseignement d'intérêt économique ou d'intelligence économique pour des sources un peu plus ouvertes, là aussi il y a une tension. On a différents outils. Moi je pense aussi aux questions réglementaires et où parfois les régulateurs étrangers utilisent la norme de manière générale pour avoir accès à des informations. En France, on a ce qu'on appelle une loi de blocage qui permet éventuellement aux régulateurs français de s'opposer à des demandes d'informations de pays étrangers, y compris quand on est sur des normes bancaires, par exemple. Donc voilà, c'est une tension entre les règles de marché de manière générale, de libre concurrence, d'audit, de respect des normes internationales, et les questions de souveraineté qui se déclinent sur différents sujets. Et puis on le voit là. C'est pour ça qu'aussi la politique, c'est important pour porter ces sujets de souveraineté.
Est-ce que cette affaire illustre un manque de conscience stratégique au plus haut niveau de l'État? Parce qu'on voit comme le ministère de l'économie qui devrait être alerté sur des sujets pareils. Est-ce qu'il y a un manque au plus haut sommet? Alors c'est effectivement ce qui nous interrogeait, c'est comment est-ce que aujourd'hui, en sachant ce que l'on sait, que dans le domaine économique finalement nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des adversaires au mieux, voire des ennemis, y compris sur des gens qui par ailleurs peuvent être très aidants hein, sur d'autres sujets comme le contre-terrorisme par exemple. C'est qu'il y avait une forme de naïveté jusqu'au plus haut sommet de l'État et qu'on laissait faire finalement sans forcément se rendre compte des enjeux. Et c'est sans doute une des leçons aussi qu'on doit continuer à infuser et à diffuser cette culture de la protection de notre souveraineté et des enjeux de souveraineté et de protection de l'information. Dans votre lettre, vous évoquez la possibilité de soumettre cette décision à la représentation nationale ainsi qu'au secrétaire général de la Défense nationale SGDSN rattaché à Matignon. On peut donc penser que vous souhaiteriez voir cette décision examinée par d'autres instances que le seul ministère de l'économie. Pensez-vous qu'une meilleure coordination entre les administrations est vitale pour améliorer la gestion stratégique de l'État français? Alors effectivement, ce n'était pas un hasard si nous avons cité le SGDSN, donc le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale dans notre courrier, puisque c'est un des acteurs qui est en charge cette politique un peu transversale de protéger nos intérêts finalement français. Ce que nous comprenons à ce stade, c'est que le SGDSN n'avait pas été sollicité parce qu'on est dans un montage un peu particulier. Il ne s'agit pas d'un appel d'offres à proprement parler pour gérer cette plateforme, mais de l'utilisation de ce qu'on appelle un contrat cadre, c'est-à-dire que l'État a négocié un très très gros contrat avec des milliers d'heures de maintenance informatique avec cet opérateur nord-canadien, et ensuite, sans avoir à repasser par un appel d'offres, il peut transférer dans le cadre de ce contrat cadre un certain nombre de sous-contrats, si vous voulez, de gestion, et donc ça avait échappé à notre mécanisme de vigilance. Quels sont les outils législatifs existants ou ceux que nous pourrions mettre en place afin d'éviter ce type d'affaires à l'avenir? Sur ce type d'affaires, vraiment, dans le cas présent, ça me paraît un petit peu difficile et ça me paraît pas nécessairement relever du domaine de la loi, mais plus d'une question de bon sens et d'acculturation en fait de l'ensemble des personnes qui prennent des décisions pour l'État. C'est un peu ce que nous disions il y a quelques minutes. Il faut que l'ensemble de l'écosystème soit conscient des enjeux, de la volonté vraiment prédatrice et extrêmement agressive hein, de nombreux pays sur ces questions économiques, y compris parmi nos plus proches alliés. Je ne crois pas que la loi puisse tout résoudre. Là, c'est plus une question de comportement des acteurs au sein de l'État. Et pour finir, pensez-vous que les sujets liés à la souveraineté française sont suffisamment évoqués au sein du système politico-médiatique français? Je crois que les sujets de souveraineté, ils sont de plus en plus évoqués, de plus en plus pris en compte. Nous avons en quelque sorte pris deux fois la même leçon avec le Covid d'abord, puis la crise liée à la guerre en Ukraine, où nous nous sommes rendus compte de notre extrême dépendance à d'autres. Et ça a permis de manière générale de remettre les questions de souveraineté au cœur, qu'elles soient d'ailleurs de souveraineté agricole, de souveraineté dans le domaine de l'information, de la défense, etc. Je trouve que ces deux crises nous permettent de progresser, mais l'exemple de place nous montre qu'il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup, monsieur, pour vos réponses. Merci à vous.